Bonjour à toutes et à tous, je suis Delphine Legarlès, responsable marketing de l'offre Cloud pour Capgemini France. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Objectif Cloud, le podcast qui s'adresse à toutes celles et tous ceux qui innovent grâce au cloud. Aujourd'hui, au cœur de notre discussion, la souveraineté numérique. Sommes-nous souverains de nos données dans le cloud ? Le cloud souverain existe-t-il vraiment ? Nous aborderons aussi la place des clouds européens dans l'écosystème. Et bien sûr, nous parlerons de numérique responsable. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thierry Souche, CTO d'OVH Cloud. Vous êtes dans Objectif Cloud, nous sommes au studio 147 de Capgemini et ça commence maintenant. Bonjour Thierry. Bonjour Delphine. Bienvenue dans Objectif Cloud. Merci beaucoup, c'est avec grand plaisir que je viens partager avec vous. Pour préparer ce podcast, moi j'ai effectué des petites recherches sur toi et je suis tombée sur une vidéo où tu expliquais que tu avais coupé Internet à toute la Roumanie. C'est vrai ça ? C'est vrai, c'est du vécu. C'était un cauchemar dans une vie antérieure où à un moment il a fallu prendre des mesures extrêmes pour rétablir le service et ça a commencé par l'éteindre. C'est ce que je ne souhaite à aucun opérateur de réseau, mais il y a parfois des tels désastres ou de telles crises qui arrivent. Et le plus important, c'est vraiment de prendre la main, résoudre le problème et restaurer le service pour les clients le plus vite possible. Là, on va parler plutôt d'OVH et des données. Les données, elles ont toujours été au cœur de la stratégie d'OVH en termes de protection et de souveraineté. Est-ce que tu peux nous partager un peu la vision du cloud souverain selon OVH Cloud ? Avec grand plaisir, d'autant que c'est quelque part un peu notre marque de fabrique, et ce, depuis le tout début de l'entreprise. Pourquoi ? Parce que la souveraineté, c'est quelque chose que nous concevons de façon globale et sans compromis. Ça prend vraiment ses racines dans le modèle industriel que nous avons, qui est un modèle industriel intégré. Donc, nous ne sommes pas juste assembleurs, nous fabriquons nos serveurs, nous sommes propriétaires de nos data centers, nous les construisons. Et nous sommes capables ainsi de maîtriser la chaîne de bout en bout pour promettre à nos clients que ce qui se passe avec leurs applicatifs, leurs données, est réellement sous contrôle. Et qu'ils savent exactement le niveau de souveraineté qu'ils vont avoir par rapport aux différentes offres qu'ils choisissent. C'est très important parce que trop souvent, on entend des acteurs qui expliquent qu'il n'est pas possible d'eux. Si, c'est tout à fait possible. Et je peux vous expliquer en détail comment on le fait. Mais fondamentalement, ça part d'une capacité à garantir la souveraineté dès le départ, dès la conception des data centers, la conception des serveurs, la mise en place et la construction des infrastructures, et puis jusqu'à l'établissement et l'opération des stacks logiciels qui tournent dessus. Et donc, ce que nous pouvons garantir, c'est pas juste une souveraineté un peu artificielle ou de façade, c'est une souveraineté qui prend ses racines dans le contrôle technique de toute la stack sur laquelle les applicatifs de nos clients et les données de nos clients transitent, et puis la capacité à garantir que ce soit à la fois souverain, mais aussi interopérable et réversible, puisque notre motto, c'est vraiment « Innovation for Freedom ». Donc on n'est pas là pour loquer les clients, on est là pour utiliser la souveraineté dans tous les sens du terme, nous, pour garantir à nos clients qu'ils auront une vraie souveraineté des données, qu'ils auront une vraie souveraineté de leurs applicatifs, que personne ne viendra regarder ce qui se passe dans leurs données si c'est illégal, et je pense notamment à des lois extraterritoriales de certains acteurs américains, mais aussi leur garantir qu'ils auront la capacité à choisir de rester, de bouger, de pouvoir, par exemple, faire du vrai multi-cloud ou de l'hybride entre ce qu'ils font chez eux on-prem et sur le cloud, sans se retrouver bloqués par des obstacles techniques ou des obstacles financiers et commerciaux qui sont pour nous autant d'entraves à la souveraineté. Oui, ça ne doit pas être vu comme un frein finalement, cette souveraineté. Exactement, ce n'est ni chauvin ni un frein. Ce n'est pas chauvin au sens où on n'est pas en train de dire il n'y a qu'un acteur français ou européen qui pourrait le faire. Nous, on pense que des acteurs peuvent le faire à condition de respecter strictement les règles de souveraineté. Et donc ça, on le démontre parce que nous sommes nous-mêmes souverains dans plusieurs géographies et pas uniquement en Europe. Et puis, ce n'est pas non plus une logique de frein, c'est-à-dire que nous promouvons
le fait que tout ce qui doit être fait autour de la souveraineté se base sur l'interopérabilité et la capacité réelle de nos clients à choisir où ils veulent aller et s'ils veulent bouger. Et donc ça, c'est quelque part une vision assez différente d'autres acteurs qui essayent plutôt de vous loquer avec des conditions commerciales ou techniques qui vous clouent sur place, entre guillemets, et qui vous empêchent, au-delà d'une théorie un peu vague, qui vous empêchent réellement de faire vos choix en toute souveraineté sur vos infrastructures. Et nous, on parle souvent de cloud de confiance chez Capgemini. Il y a une différence entre cloud de confiance et cloud souverain ? Alors, il y a beaucoup de marketing dans tout ça. Je suis un technicien, un ingénieur, donc je vais revenir à des choses que je maîtrise mieux. Fondamentalement, ce qu'on met, nous, dans nos différentes offres, c'est une gradation avec, comme cœur de tout, une vraie garantie sur la privacy des données et différents niveaux de certification qui vont amener à répondre à des enjeux de compliance de plus en plus forts, depuis des offres standards, mutualisées, du cloud comme tout le monde l'imagine, où on optimise vraiment par le partage des ressources, mais en garantissant le bon niveau d'isolation des données des clients et en garantissant, encore une fois, la privacy de ces données par rapport à tout un ensemble de facteurs, y compris des facteurs de régulation. Et puis des clouds privés, donc de la ressource dédiée pour un certain nombre de clients. Et ça permet à des clients de répondre à d'autres enjeux réglementaires jusqu'à des niveaux de certification qui vont beaucoup plus loin en termes d'obligation, de respect de règles de sécurité et ou d'isolation et de compliance, puisqu'on va sur de la donnée de santé avec du HDS, on va vers du PCI DSS pour des données bancaires, des données d'assurance, on va jusqu'à du Secnum Cloud pour un certain nombre de données gouvernementales ou sensibles que l'État veut protéger, mais aussi qu'un certain nombre d'acteurs privés veulent protéger. Et on a cette capacité à le faire, évidemment en France, mais dans d'autres pays. Aujourd'hui, on est catalogué C5 pour un certain nombre d'offres en Allemagne, par exemple. On a des certifications équivalentes dans beaucoup de pays d'Europe. Donc, le sujet pour nous est de garantir que les clients fassent une vraie analyse de leurs besoins, n'aillent pas systématiquement sur des niveaux de sécurisation qui peuvent être coûteux et problématiques pour leur modèle d'opération, mais qu'ils fassent une vraie analyse et qu'ils trouvent les différentes solutions possibles chez nous et chez d'autres acteurs et puissent faire leur choix en toute liberté. Et donc on insiste beaucoup là-dessus. Nous sommes et nous serons souverains partout où nous opérons. Et donc à ce titre, nous pouvons vous garantir que les données de nos clients en Europe ne sont pas exposées à une quelconque interception de la part, par exemple, d'autorités américaines ou chinoises ou quoi que ce soit. Mais de la même façon, quand nous opérons aux États-Unis, nous sommes totalement compliant avec les règles américaines. Et donc, nos clients aux États-Unis ont l'assurance que les services qu'ils vont acheter aux États-Unis sont compliant avec les régulations locales. Et donc, nous sommes multilocalement souverains. Et ça, c'est un vrai défi. Pourquoi ? Parce qu'au-delà de la maîtrise technique que j'expliquais tout à l'heure, au-delà du fait que notre modèle industriel nous permet de garantir cette souveraineté, au-delà de ça, il faut retravailler souvent le modèle d'opération et garantir que, par exemple, les zones géographiques qui correspondent à des plaques réglementaires soient waterproofées, isolées les unes des autres, de façon à ce que, par exemple, un salarié américain d'OVH ne puisse pas aller savoir ce qui se passe sur les données d'un client européen en Europe. Et donc, qu'on ne puisse pas, de par notre propre structure opérationnelle, mettre en brèche ce que nous prenons, à savoir une privacy stricte et sans compromis. Et donc, nous avons organisé l'entreprise, toute l'entreprise, pour être capable d'être souverain partout. Et tu parlais du coup de justement Europe, US, d'être présent, mais est-ce qu'on connaît les investissements des clouders américains qui sont énormes? Est-ce que les clouders européens peuvent être des partenaires aussi innovants finalement? Alors, c'est notre conviction, et je pense qu'on le démontre, mais dans un modèle qui est probablement très différent. Je pense à quelques acteurs américains qui ont une volonté d'intégrer en interne et d'internaliser très fortement toute la chaîne d'innovation, toute la chaîne de produits et de services, jusqu'à parfois faire du M&A de façon un peu agressive, non pas pour permettre à l'entreprise qu'ils acquièrent de se développer, de répandre plus largement son innovation, mais pour l'internaliser et parfois en priver d'ailleurs les concurrents. Et donc, ce sont des modèles qui sont des modèles qu'on appelle un peu prédateurs, en tout cas captifs. Et donc, ce n'est pas du tout notre approche. Notre approche à nous, c'est de dire, nous sommes évidemment bien plus petits que ces grands acteurs américains.
Et si nous voulions tout faire nous-mêmes, il est clair que nous ne pourrions pas apporter le même niveau d'innovation et au même rythme, et donc ça ne pourrait pas satisfaire nos clients. Donc notre enjeu à nous, c'est de combiner à la fois un socle d'infrastructure qui soit complètement souverain et ouvert, et une capacité à permettre à beaucoup de nos partenaires d'apporter leurs innovations sur notre cloud et d'en faire pour eux-mêmes et pour nous un vecteur de croissance. Et donc on est vraiment dans une logique d'écosystème. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe sur l'IA. Tout le monde ne parle que d'IA et on remarque peut-être trop peu que la France est un des centres mondiaux les plus actifs sur l'IA. Qu'un certain nombre de startups, si vous pensez à Mistral, si vous passez à d'autres, sont des moteurs dans l'innovation de l'IA. Ils sont petits, ils sont français, ils n'ont pas des milliards de dollars en poche, comme certains acteurs californiens, et néanmoins, ils font vraiment la course en tête. Et donc, voilà, notre modèle à nous, c'est de dire, tous ces différents acteurs doivent pouvoir trouver dans OVH, entre autres, et pas de façon exclusive, un canal de croissance pour booster leur go-to-market, aller chercher plus de clients, aller chercher plus de traction et se permettre demain d'accélérer encore en termes d'innovation. Et nous, petit à petit, de consolider ça et de permettre que ces solutions-là soient nativement disponibles de façon très simple pour nos clients. Vous allez sur le site de Mistral, vous verrez que leur dernier modèle est disponible en inférence sur l'infrastructure d'OVH, au même titre que celle d'autres clouders américains. C'est ça notre jeu. Et donc l'écosystème est pour nous vraiment la clé d'une innovation européenne, parce qu'il n'y a aucune raison de rougir du niveau d'innovation en Europe, comparé à la sphère américaine ou à la sphère asiatique, et souveraine. Et on veut arriver à combiner tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, on commence à apporter des proof points très intéressants, et vous allez voir dans 2 mois, un peu moins de 2 mois, des annonces très intéressantes aussi, qui montrent à quel point ça va vite, mais grâce à un travail sur l'écosystème, on peut aller très très vite avec des moyens raisonnables. Donc chez OVH, c'est la force du collectif. D'ailleurs, vous avez de forts engagements environnementaux. Moi, je me souviens d'un salon il y a plusieurs années où vous présentiez le water cooling system. À l'époque, j'avais été bluffée parce qu'il n'y a que vous qui présentiez ça. Est-ce que tu peux nous donner 3 exemples de votre engagement développement durable ? Je vais prendre quelques chiffres parce qu'en fait, il y a beaucoup trop de poésie autour de l'engagement green et pas assez de faits. Et je pense que nous, pour le coup, on essaye vraiment d'apporter des éléments quantifiés, des faits. Et puis, c'est une posture globale qu'on veut avoir et qui est très vertueuse. Déjà, il ne faut surtout pas opposer le green d'un côté, la durabilité, sustainability, whatever the name you give it, à la performance économique. Chez nous, l'approche est complètement combinée et on démontre que grâce à une approche d'éco-design natif, on délivre une bien meilleure performance économique. Et donc, c'est pas non plus pour rien qu'on est très en avance sur ces sujets, c'est que ça apporte vraiment des gains dans toutes les dimensions. Tu as mentionné le water cooling, et donc nous watercoolons nos serveurs depuis très longtemps. Ça fait plus de 15 ans qu'on watercool les serveurs. On a plus de 400 000 serveurs watercoolés dans le monde. C'est complètement unique. Il n'y a aucune autre entreprise qui fait ça. D'ailleurs, quand on travaille avec des acteurs de tout premier plan, par exemple Nvidia sur des GPU, les GPU, c'est extrêmement consommateur de puissance. Et donc, oui, évidemment, on veut les watercooler. On s'aperçoit qu'on est très en avance par rapport à tous les autres acteurs du marché. Et donc, on est vraiment sur des sujets où, grâce au watercooling, grâce à une consommation extrêmement réduite d'eau, by the way, parce que nous sommes en circuit fermé d'eau, circuit primaire, circuit secondaire, et donc on ne consomme que très peu d'eau comparé à d'autres acteurs. On a par exemple ce qu'on appelle le WUE, le Water Unit Efficiency, qui est entre 5 et 10 fois inférieur à ceux d'autres clouders. C'est très peu connu, et grâce à ça, on a aussi une très forte économie en termes de consommation d'énergie, et donc on a un PUE très bas. Et je vais parler de PUE, je vais donner des chiffres, mais juste un petit clin d'œil. Nous ne mesurons pas le PUE de nos data centers pendant 2 semaines en décembre dans le point le plus froid de la planète, comme certains pourraient le faire. Nous faisons un travail de moyenne sur 52 semaines dans tous les data centers de l'entreprise, et donc on arrive à des mesures crédibles. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas juste pour faire plaisir et pour faire beau dehors qu'on calcule ce PUE. C'est un outil de performance.
Et donc, si nous ne mesurons pas correctement ce PUE, nous ne serons pas en mesure, nous, d'améliorer notre performance économique. Et donc, c'est vraiment au cœur du mode de fonctionnement de l'entreprise que de travailler en continu sur l'amélioration de cette efficacité. Et donc, on est sur des PUE qui sont en dessous de 1,2 en moyenne, alors que la plupart des acteurs, quand on regarde des vrais chiffres, et alors les pires étant des acteurs en colocation, des choses comme ça, peuvent monter à 1,4, 1,5, 1,6. Et donc, on est sur des efficacités en termes de consommation d'énergie moyenne toute l'année, toute localisation, qui sont remarquables. Après, ça, c'est une chose, mais je reviens à une autre chose, c'est que, je vous disais, on fabrique nous-mêmes nos serveurs. Du coup, on les refabrique. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous prenez un composant, prenez un CPU, prenez une mémoire, qu'est-ce qui coûte en termes de carbon footprint dans ce composant? Ce qui coûte beaucoup, c'est la fabrication de ce composant. Et donc, quand on a un composant, qu'on le met sur une carte mère, qu'on met cette carte mère dans un data center et que ça tourne, si au bout de 3 ans, on l'enlève et qu'on le jette, on n'a juste rien compris à l'économie carbone de l'industrie du cloud. Ce qu'on fait, nous, c'est que d'abord, on le garde plus que 3 ans dans sa première vie, mais on a plusieurs vies économiques pour un serveur et pour un composant. Tous les composants qui rentrent dans la fabrication de nos serveurs sont systématiquement réutilisés dès qu'ils le peuvent. Alors bien sûr, de temps en temps, il y en a qui tombent en panne, ça c'est inévitable, c'est statistique, mais nos composants arrivent dans des serveurs de deuxième vie, c'est-à-dire qu'on déconstruit les serveurs en fin de première vie, au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, avec tous ces composants, on réassemble des nouveaux serveurs, avec ces nouveaux serveurs, on arrive avec des gammes de deuxième vie. C'est la gestion du cycle de vie des serveurs. Et ça fait 3 vies, et parfois 4. Et donc, on arrive avec des composants qui peuvent durer en moyenne, à peu près 12 ans, entre 10 et 12 ans, selon les natures de composants dans le data center. Et de ce fait, on a un carbon footprint qui est remarquablement bas pour la composante hardware serveur. Vous rajoutez à ça le fait que quand on déploie un data center, on est capable de réutiliser des bâtiments existants. Donc, on est dans le Nord. Je dirais qu'il y avait une opportunité en termes de patrimoine foncier dans le Nord. Il y avait de la friche industrielle. On se déploie dans la friche industrielle. J'ai l'habitude de dire que pour qu'OVH puisse déployer un data center dans un bâtiment, il faut 2 choses. Il faut un toit, parce qu'il faut quand même que l'ensemble soit waterproof, et il faut un sol, c'est-à-dire qu'il faut une dalle en béton capable de prendre des efforts industriels, puisqu'on parle de 2 tonnes au mètre carré. Moyennant quoi, nous arrivons avec toute notre approche intégrée, nous déployons nos portiques, nous déployons nos racks, nous déployons nos serveurs, nous construisons un data center à l'intérieur de ce bâtiment, et nous sommes capables d'arriver à réutiliser un maximum du patrimoine existant. Et ça aussi, en termes de carbon footprint, c'est extrêmement vertueux. Et donc, quand vous regardez le carbon footprint d'un serveur chez nous, serveur au sens très large, et avec tout ce qu'il faut pour qu'il tourne, on arrive à des chiffres qui sont très intéressants. C'était très bien de le faire. Maintenant, on essaye de faire mieux, on essaye de faire savoir. Et donc, on arrive maintenant avec une calculette carbone. On a déployé la calculette carbone. Elle permet à tous les clients d'OVH de comprendre leur footprint pour un serveur bare metal. Et puis, petit à petit, on est en train de monter dans les couches. Donc, on est en train de développer la solution logicielle qui permettra d'avoir le carbon footprint de solutions logicielles beaucoup plus sophistiquées qui tournent au-dessus de ces infrastructures, du public cloud, de la data, de l'IA, etc. Et je pense d'ailleurs que quand un certain nombre de développeurs comprendront ce que coûte, en termes d'énergie, en termes de carbone, l'entraînement d'un modèle, ça pourra amener à une évolution des mentalités et des pratiques pour essayer de réoptimiser la façon dont une entreprise s'approprie l'IA. Et donc il y aura, je pense, un feedback très vertueux pour tout le monde, à partir du moment où on sera capable de restituer ça. Puis dernier point, je le précise, parce que, encore une fois, ce qui me paraît très important si on s'engage dans une démarche de durabilité, c'est de le faire vraiment et pas à moitié, parce que sinon, c'est bien, ça fait beau, mais ça ne rapporte pas assez à l'entreprise. Pour que ça rapporte à l'entreprise, il faut que ce soit vraiment fait jusqu'au bout. Et donc, on a regardé et on est en train de vraiment permettre la publication, pas juste de notre scope 1, de notre scope 2, c'est-à-dire pas juste ce que nous consommons, nous, mais nous sommes à peu près le seul clouder au monde à ma connaissance, mais si je me trompe, alors je m'en excuse platement, mais je pense que nous sommes le seul à publier notre scope 3. Et donc, à prendre en compte toutes les émissions de tous les partenaires qui contribuent à la mise en œuvre de notre outil industriel.
Et ça, c'est à peu près unique, mais c'est surtout très important parce que ça nous amène, nous, à repenser les relations avec nos fournisseurs, à remettre des clauses et des objectifs de baisse de footprint pour nos fournisseurs les plus importants, etc., etc. Et donc, si on veut encore une fois en tirer un avantage de performance collective, il faut aller au bout de la démarche. Donc, on sera scope 3 et on travaille vraiment tout le scope. Donc, l'importance d'avoir la vue globale et d'avoir les bons outils pour mesurer, pour pouvoir ensuite améliorer. J'ai une dernière question sur justement, donc on parlait de numérique responsable. On voit bien que, justement, avec l'IA générative, les données explosent, les données qu'on met sur le cloud, leur volume explose. Comment on gère ce grand nombre de données, ce nombre grandissant de données, avec la frugalité numérique vers laquelle il faudrait qu'on tende tous ? Alors d'abord, je pense qu'on revient à un point antérieur qui est l'innovation. C'est-à-dire qu'on va chercher sans cesse des solutions pour baisser le coût énergétique et le coût composant par rapport aux quantités de données stockées. Je vais juste donner quelque chose qui est intéressant parce que je pense qu'un certain nombre de clients ont découvert ça et se reposent des questions sur leurs process clés. Une chose qui est connue dans le cloud, c'est qu'à partir du moment où un client a commencé à mettre une information sur un stockage chez le cloud, en fait, il ne l'enlève pas. Il ne l'enlève pas et de plus en plus, il en rajoute et de plus en plus, le volume de données augmente. Mais il est très, très, très rare de voir des clients qui ont une discipline de gestion de la donnée stockée. Parce qu'ils n'ont pas que ça à faire, parce que Ou c'est même pas des politiques internes, finalement. Oui, et c'est pas forcément facile à faire. C'est-à-dire que choisir à bon escient quelles données on va sortir versus quelles données on va garder, c'est pas facile. Et donc, évidemment, il y a des logiciels de tiering qui permettent de classer la donnée froide, la donnée chaude, etc. Très bien. On commence à voir des clients qui s'emparent d'un service qu'on a déployé il n'y a pas si longtemps que ça, qui est un service d'archivage. Et je dis bien d'archivage, c'est-à-dire que vous n'allez pas retirer la donnée si facilement que ça, c'est pas instantané, mais par contre, ça coûte très 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 peu d'énergie à maintenir. C'est du stockage sur bande. Du bon vieux stockage sur bande à la papa. Et ben, du stockage sur bande, ça a une énorme vertu écologique. Et donc, pour un certain nombre de clients qui se posent la question de détruire des données, et c'est toujours un peu effrayant de détruire des données, se dire que plutôt que de garder 10 ans sur du stockage actif, des données que personne n'ira jamais voir, se donner la liberté de les archiver, et le jour venu, eh ben, on en fera un extract et on ira les rechercher, c'est le genre de réflexion que nos grands comptes commencent à avoir. Et donc, du coup, je reviens sur un autre sujet, écosystème. Est-ce que nous avons, nous, aujourd'hui, la meilleure capacité à dire à ces clients « je vous automatise tout ça » ? Non. Par contre, certains de nos partenaires l'ont. Et donc, on amène des clients à travailler avec certains de nos partenaires qui vont leur permettre de gérer de façon assez dynamique un tiering, jusqu'à un tiering très froid comme celui-là, pour optimiser leurs dépenses d'énergie et leurs coûts, by the way. Donc, encore une fois, dépenses d'énergie, c'est souvent corrélé au coût. Et donc, en général, ça va de pair avec un intérêt économique pour le client. Merci beaucoup Thierry d'avoir répondu à toutes mes questions. Pour finir, on a une petite question bonus dans le podcast. On s'appelle Objectif Cloud. Quel est ton objectif pro ou perso pour les mois à venir ? Ça, c'est une question piège. Moi, je vous donne rendez-vous dans un peu moins de 2 mois. Vous verrez, il y a des annonces intéressantes qui sortiront chez OVH. Et pourquoi je vous donne ce rendez-vous ? Parce que je pense qu'aujourd'hui, OVH Cloud est vraiment considéré par beaucoup de clients comme, une roue de secours, une alternative pas vraiment très développée, pas assez sophistiquée pour beaucoup de leurs besoins, etc. Et peut-être qu'ils ont raté quelques étapes de développement de l'entreprise et peut-être qu'ils ne sont pas conscients de tout ce que OVH Cloud offre déjà en termes de services qui permettent à nos clients d'avoir une gestion extrêmement économe, efficace, de leurs applicatifs dans le cloud, de leurs données, etc. Mais tout le monde n'a aujourd'hui à la bouche que le mot AI. Et aujourd'hui, beaucoup de décideurs se disent je vais aller chez un tel ou un tel, souvent une petite start-up californienne qui a un peu grossi, en se disant c'est la garantie que ça va marcher.
Voilà, je pense que dans 2 mois, on aura des annonces très intéressantes et qui pourraient aider à changer la perception d'un certain nombre de clients par rapport à OVH Cloud et leur montrer que l'innovation, elle est là, que les services sont là et que c'est à la fois très efficient avec un rapport prix-performance qui est notre marque de fabrique et qui sera meilleur que ce que vous trouverez ailleurs, mais aussi une approche sans aucun compromis sur la souveraineté et la privacy des données. Et c'est cette combinatoire-là, je pense, qui sera un élément moteur de notre croissance, mais aussi un élément, je pense, de souci de plus en plus important pour les clients. Dans le contexte économique qu'on connaît, l'efficacité économique est évidemment un critère de choix majeur. Et si en plus on sait combiner ça avec un bon niveau de souveraineté, pourquoi se priver ? Voilà. Donc moi, mon objectif peut-être, c'est que dans 2 mois, il y a un autre regard sur OVH Cloud. Très bien. Merci beaucoup encore d'avoir participé à ce podcast. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez apprécié l'émission, abonnez-vous à Objectif Tech. Pensez à laisser des étoiles sur vos plateformes de streaming préférées. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode.